Donc l'enregistrement est lancé. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Laetitia Brancière, la vice-présidente de la Fédération française des 10, et on va vous parler de la MDPH ou des CDA, que vous devez connaître. On va vous parler du montage du dossier, les différentes compensations, mais qu'on a déjà vu un petit peu dans l'accompagnement, dans le webinaire de la fois dernière. Ce que je voulais vous dire en préambule, c'est que on va rester 1 heure ensemble, on va vous parler de choses très théoriques, et on sait que dans la vraie vie, rien ne se passe comme on va vous dire. Mais on a besoin de vous dire comment dans la vraie vie ça devrait se passer, et je pense qu'on... nous, la fédération, on est très intéressés de vos témoignages en disant mais non, dans tel département, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y a des textes en France qui sont l'aboutissement d'une concertation, des textes de loi, des textes de règlements, de circulaires. Et il est important, dans ce webinaire, de vous dire vos droits et comment les choses devraient fonctionner. Alors, donc, et on aimerait aussi que vous ressortiez de ce webinaire en vous disant, voilà, la prochaine fois que je monte un dossier MDPH, je vais faire attention à tel ou tel point pour que ça aboutisse enfin mon dossier. Donc en témoignage, je peux vous dire d'entrée que je rencontre, j'écoute pas mal de personnes qui arrivent au collège à 13-14 ans, qui n'ont ni aucun plan, aucun aide, alors que leur dossier MDPH aurait dû aboutir avec la reconnaissance de situation de handicap aurait dû être reconnue, et notamment avec l'octroi d'une AESH. Eh bien non, c'est des dossiers qui ne passent pas pour des raisons sûrement administratives qui nous échappent, mais on sera là pour en discuter. Donc je vous propose le plan suivant. Donc on va se partager la parole à deux. Donc une petite présentation de la fédération pour ceux qui n'ont pas eu, qui ne nous connaissent pas encore, qui se connectent pour la première fois. On va vous dire le contexte et le cadre légal. On va vous parler le 10, est-ce que c'est un handicap? Et on va y répondre. Le dossier MDPH, on va rentrer dans le dur. Un petit quiz et une question-réponse, un échange avec au moins 1/4 d'heure avec vous. Donc, la fédération, c'est 150 associations. C'est une fédération qui fédère sur l'ensemble du territoire tout un ensemble d'associations nationales, départementales ou régionales. On est le porte-parole de l'ensemble des personnes 10 et des familles qui accompagnent les personnes 10. On est engagé en Europe, on est majoritairement des parents concernés. On siège dans multiples instances nationales qui nous permet de porter la parole et de faire avancer les textes. Et pour cela, on est aidé par un comité scientifique doté de 15 experts, médecins, éducation nationale, professionnels de santé, et donc ce qui nous permet d'émettre des avis. À l'heure où je vous parle, le comité scientifique travaille sur les préconisations de formation des médecins généralistes et également la formation des enseignants. Et on est connu essentiellement pour ceux qui suivent un peu l'actualité de la fédération. Chaque année, il y a un point de rencontre institutionnel qui rassemble parents, personnes concernées, professionnels de santé, professionnels de l'éducation, du social, tous ceux qui sont concernés et qui s'intéressent aux 10. C'est la journée des 10, c'est la semaine souvent qui tombe le 10 octobre. C'est un jeu de mots, le 10-10. J'en profite pour vous dire que le replay de la journée de Paris est en ligne sur le site de la fédération. Et vous trouvez l'ensemble des associations membres sur le site de l'AFF10 en cliquant sur la carte de France et l'AFF10 proche de chez vous. Alors, on va rentrer dans le dur et dans ce slide où vous voyez, n'oubliez pas de couper votre son. Vous avez le dossier technique qui date de 2014. Vous voyez, ça fait 8 ans.
8 ans qu'il existe. C'est une Bible, tout est mis dedans. Et donc, en principe, vous allez me dire, toutes les MDPH ont dû être formées et donc sont donc finalement à un niveau pour évaluer les besoins des 10. Malheureusement, c'est pas un scoop, hein, ça reste très très difficile et la méconnaissance de ce dossier technique fait en concertation avec des professionnels de santé et nous-mêmes, la fédération, on y a participé et donc qui émane de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Ce guide est mal connu ou mal compris, on va dire comme ça. Alors, juste un préambule. En 2018, la Haute Autorité de Santé, qui s'appelle la HAS, place des acteurs qui sont incontournables dans le repérage des difficultés dans le parcours de santé. On voudrait vous appuyer sur le fait que les parents, vous êtes un acteur, la famille est un acteur à part entière, vous décidez, vous êtes au cœur du repérage des difficultés. 8 fois sur 10, la famille a repéré qu'il y avait quelque chose. Il y a également, bien évidemment, les professionnels de la petite enfance qui peuvent repérer, les enseignants, qui viennent souvent en deuxième position, et les professionnels de santé, tels que le généraliste, qui est le premier interlocuteur quand vous avez la varicelle. Et puis, dans le parcours de santé, est remis et redit que tout ça doit s'articuler avec l'école, la santé, la santé et les parents, bien sûr, la famille. Donc, tout ça s'articule à 3, et l'élève y compris. Tout ça pour vous dire que vous êtes au cœur du système et vous restez maître de votre parcours et de vos intuitions, on va dire. Alors, dans la Haute Autorité de Santé, lors des travaux de 2018, il y a une espèce de triangle inversé en disant une situation simple, bon, il y a juste besoin d'un professionnel, un seul professionnel. Alors, on dira une simple dyslexie, mais Non, c'est bon, ça remarche. J'ai débranché, rebranché. Ah, mais parfait, je suis heureuse pour vous. Et donc, pensez à couper bien vos micros. Et donc, la situation complexe, là, c'est une multiplicité des intervenants. Donc, c'est un orthophoniste, une ergothérapeute, un neuropsychologue. Et là, ça demande une coordination, une synthèse médicale. Moi, j'ai tendance à penser, hein, et ce que le dit la Haute Autorité de Santé, hein, c'est pas que Nathalie Gros qui le dit, il y a besoin d'une synthèse médicale solide pour poser le diagnostic de 10, pour ne pas passer à côté d'autres pathologies qui malheureusement ne s'accompagnent pas souvent de la même façon, même si l'orthophoniste, bien évidemment, accompagne beaucoup de jeunes. Donc, il faut retenir aussi qu'il y a une comorbidité très importante, l'association de troubles entre eux, et la réponse insuffisante de la première intention ne suffit pas. Les situations très complexes, c'est les centres de référence. Et donc, on a bien la famille, l'école, la santé, et on a la MDPH si besoin. Si besoin d'adaptation pédagogique, de matériel adapté, d'accompagnement, d'aide humaine, ou l'orientation vers un besoin de soins pluridisciplinaires qui s'appelle les CESAD dans le médico-social, ou le dispositif ULIS. Donc vraiment, la MDPH est là dès le plus jeune âge et est vraiment le coup de pouce pour aider et accompagner l'école qui, malgré une pédagogie différenciée, n'a pas réussi à faire apprendre à lire, par exemple, votre enfant. Alors, juste un rappel de différents plans. Donc, nous, la fédération, on va être très clair, je dis tout ça. Seul pour les 10 dont le diagnostic est posé, sauf le projet d'accompagnement personnalisé, le PAP, ou le PPS, concerne les 10. Le PAI concerne quand il y a un trouble de la santé, par exemple, un diabète, la prise de médicaments pendant les cours. Et le PPRE, qui est souvent utilisé comme un préambule, n'est pas du tout adapté aux 10, mais il est souvent proposé en attendant qu'un médecin signe un PAP. Mais le PPRE n'est pas du tout ne correspond pas aux besoins qu'auront les enfants. Donc, PAP et PPS, vous avez les aménagements
aux examens compris. PPRE, ce n'est pas c'est un programme qui n'est pas adapté au 10 puisqu'il est temporaire. Il est obligatoire en cas de redoublement. Vous voyez, on peut redoubler sans être 10. Donc, la reconnaissance administrative du handicap, elle est seulement au niveau du PPS, pas au niveau du PAP, même s'il y a une reconnaissance de besoin de type de situation de handicap au moment des aménagements aux examens. Ce n'est pas incompatible. Alors, juste un rappel de la loi 2005 qui a créé finalement les MDPH, hein, pour ceux qui sont, qui ont connu cette époque-là, qui ont des enfants peut-être de 20 ans. L'article 114 précise que constitue un handicap au sens de la présente loi toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives, et c'est cognitif que les 10 sont, ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé en vieillissant. Donc, l'interaction de deux approches, la notion de limitation de capacité, on y reviendra par trouble, également la notion d'inadaptation de l'environnement, il fallait bien que j'écorche un mot, c'est pas un prénom cette fois-ci, et donc c'est les deux conjonctions qui dit que la personne est en situation de handicap. Donc, limiter, être empêché de faire quelque chose, et puis dans l'environnement auquel vous ne pouvez pas vous adapter. Donc la limitation de capacité, c'est une approche individuelle. Donc la loi répond par un moyen de compensation, c'est-à-dire vous êtes empêché. Donc par exemple, dès le plus jeune âge, pour les dysphasiques par exemple, l'aide humaine va être très utile, et, notamment pour justement essayer dans la compréhension des consignes, par exemple. L'aménagement, donc là, l'aménagement domicile et véhicule, il y a également les adultes. Hein, le handicap ne s'arrête pas que pour la partie enfant. Elle est cette compréhension dans toutes les dimensions, pas qu'à l'école. Il y a aussi la dimension sociale. On parle des centres aérés pour faire du sport, par exemple, professionnel dans le monde adulte. Alors, dans l'environnement, c'est une approche collective, c'est rendre accessibles les choses. C'est-à-dire que, en gros, quels sont les moyens pour rendre accessible, alors le physique, c'est par exemple les ascenseurs, mais ça ne concerne pas les 10, mais par exemple pour l'éducation, la scolarisation, c'est les adaptations pédagogiques. Et donc là, on parle d'inclusion, hein, de l'intégration, on passe à l'inclusion. Donc c'est un grand terme très à la mode. Tout ça sur le mot d'ordre, rendre l'égalité des chances de vie en société. Alors, les 10, un handicap. Alors, c'est un peu fouillis, mais ce que je voulais vous dire, c'est que pour les 10, pour ceux qui ont suivi les premiers webinaires, on parle d'altération de fonction qui touche cognitive, tout se passe dans le cerveau, l'attention peut être touchée, la mémoire, les fonctions visio-spatiales, la fonction exécutive, le langage. Alors, le langage, c'est connu pour la dyslexie et la dysplasie. Et tout ça, c'est des altérations de fonction cognitive spécifiques propres aux 10. C'est-à-dire qu'il y a bien un dysfonctionnement quelque part. Donc, tout ça, c'est des processus cérébraux. Donc, c'est scientifiquement prouvé. C'est-à-dire que c'est pas une vue d'esprit. C'est pas les parents qui disent, tiens, je suis pas à l'école. J'essaie de couper le son en même temps. Et donc, tout ça permet ces fonctions dysfonctionnantes, des problèmes de traiter l'information, la manipuler pour les dyspraxiques, par exemple, communiquer pour les dysphasiques. Vous voyez, tout ça empêche, et donc ça sert, toutes ces fonctions servent pour agir. Donc, vous avez différents troubles, et dont certaines fonctions sont altérées. Donc, je vous les redis rapidement. Hein, pour la dysphasie, c'est les troubles spécifiques du langage oral. La dyslexie, c'est l'acquisition du langage écrit, écrire et lire. Vous avez les
les troubles spécifiques du développement du geste, mais qui est appelé TDC, troubles du développement de la coordination, qu'on connaît bien sous le nom de dyspraxie, les troubles spécifiques du développement de l'attention, les fonctions exécutives, vous avez les activités numériques, on connaît bien sur la dyscalculie, donc les capacités mnésiques peuvent être touchées, voilà. Donc tout ça, dites-vous, dans le meilleur des cas, il n'y a qu'un trouble, il y a une fonction touchée, mais souvent, elles sont combinées, par exemple la dyslexie avec la dyscalculie, la dysphasie avec la dyslexie, dyspraxique avec TDAH. Voilà. Et des fois, c'est plusieurs troubles. Donc, les particularités et ce qui rend invisible ce handicap au vu de la MDPH parfois, c'est que ça ne se voit pas bien, ça ne se voit pas, et les natures et les degrés, la gravité est variable d'une personne à une autre. Mais en tout cas, le point commun de tous, c'est qu'ils apprennent autrement. Ils sont nombreux, 10% de la population des enfants scolarisés, et ils représentent 80% des TND, qu'on appelle communément les troubles du neurodéveloppement. Troubles du neurodéveloppement, c'est l'ensemble des troubles 10, TDAH, troubles du développement intellectuel et les troubles du spectre de l'autisme. Donc c'est énorme. Excusez-moi. Du coup, je ne sais pas pourquoi j'ai sauté ça. Hop, voilà. Ils sont spécifiques et ils sont, je répète, beaucoup de comorbidités, elles sont fréquentes. Et donc notre difficulté, c'est que ça touche il y a un cercle vertueux, famille, éducation nationale, éducation pas que nationale, éducation au sens large, parce qu'il y a le monde de l'agriculture, il y a d'autres endroits, mais on fait une fixette sur l'éducation nationale parce qu'on y passe au tout début, on va dire, santé. Donc les parcours sont très chaotiques, très longs pour poser des diagnostics, parce que manque de professionnels parfois sur le territoire, pas parfois, c'est souvent, et puis pour obtenir un diagnostic, c'est long. Pour identifier les limitations d'activité, le degré, comment les accompagner, les professionnels des fois sont pas d'accord entre eux. Comment finalement on va rendre accessible leur environnement, surtout quand il faut choisir peut-être un ordinateur avec un logiciel ou enfin je ne sais quoi. Il faut des conseils, donc il y a où aller, quel est le lieu, puis finalement quelle est la compensation. Donc vous savez, à part de tomber à la FF10 sur des experts qui vont vous dire oui, il existe ceci, il existe ça, et qui connaissent un petit peu les rouages, mais une famille lambda, elle ne sait pas. Elle ne sait pas vers qui se diriger, elle ne sait pas qu'est-ce qu'a vraiment son enfant, quel est son potentiel, comment il peut s'en sortir, et qu'est-ce qu'il faut demander et à qui. Qui fait quoi, en fait. Parce que le scolaire a sa part à donner également. Il n'y a pas que les professionnels de santé. Tout ça doit se combiner tous ensemble, doit se coordonner, et s'écouter et se comprendre. Alors, je suis à la 14. Tout ça pour vous dire que, pour conclure et avant de passer la parole à Victor, il n'y a aucun doute sur la situation d'une reconnaissance de situation de handicap. Quand on est 10, on l'est à un moment plus ou moins important dans sa vie, mais on l'est. Alors, Laetitia, je te passe la parole ou est-ce que tu veux... Je vais prendre la main. Je vais donc Laetitia Brancière, je suis vice-présidente d'APDIS Midi-Pyrénées. Et au niveau de la FF10, je suis aussi vice-présidente en charge du pôle scolarité. Je siège aussi à la Maison du handicap à la MDPH de Haute-Garonne. Et on a l'habitude avec les familles, les dossiers de recours notamment, on en parlera. Je vais vous présenter donc le dossier MDPH. Donc le dossier MDPH, vous pouvez sur le lien qui est indiqué en haut le trouver, le télécharger. Vous verrez qu'il est composé de plusieurs parties et on va parler des différents documents qu'il va falloir fournir quand vous allez faire ce type de dossier MDPH. Donc, quand on demande
quand on s'oriente vers la maison du handicap, c'est qu'on a jugé que les adaptations pédagogiques n'étaient plus suffisantes quand elles sont dans le cadre d'un PAP que Nathalie a présenté tout à l'heure, mais qu'on va aller vers autre chose. On va demander de la compensation. On va voir sous quelle forme et on va commencer à remplir un dossier en allant sur le site de la MDPH. On peut créer un compte et le remplir directement, mais vous pouvez aussi télécharger ce document et le fournir. On va voir qu'il va falloir associer à ce bilan, quand vous allez le déposer, à ce dossier des bilans les plus récents possibles. Et si vous n'avez pas de bilan récent, chiffré, normé, ça c'est très important parce que vous avez certains professionnels de santé qui ne rendent pas toujours des bilans qui correspondent aux attentes de la MDPH. Je pense notamment au CMPP qui ne font pas toujours des bilans tels que attendus. On le voit souvent en CDAPH. Il faudra donc les refaire. Si jamais vous êtes en cours de réalisation d'un bilan parce que vous ne trouvez pas les professionnels qui correspondent immédiatement. On a vu que c'était compliqué de trouver des professionnels de santé, orthophonistes, ergothérapeutes, psychomotriciens, par exemple. Vous pouvez dire que les bilans sont en cours et que vous les fournirez dès que vous les aurez. Ça, c'est une situation qui est courante. Hein, et en général, les personnes de la MDPH vont prendre contact avec vous pour approfondir. Donc, il y a une chose importante, c'est qu'il faut toujours garder un double du dossier complet. On a plusieurs familles qui nous ont signalé que ce dossier-là, il avait été perdu par la MDPH. Je vous donne un exemple. La MDPH de Haute-Garonne, donc à Toulouse, reçoit 45 000 dossiers par an. Donc, on peut imaginer qu'il y en a qui passent à la trappe pour des raisons obscures, mais ça arrive. Donc, on va voir les différentes parties de ce dossier et les contraintes pour le renseigner. Donc, il y a une partie administrative où on va vous demander votre domicile, votre identité, la partie médicale où vous allez joindre les certificats et bilan. Il peut y avoir, donc, si on va être sur un enfant ou sur un adulte, on va voir enfant, ça va jusqu'à l'âge jusqu'à 20 ans si vous êtes par la voie scolaire. Si vous êtes sur la voie professionnelle en CFA, par exemple, c'est jusqu'à 16 ans. Un enfant peut avoir 16 ans et être dans le pôle adulte. Donc, vous allez fournir pour la partie scolaire des informations concernant sa scolarité, l'établissement, la classe, les difficultés rencontrées, et puis d'autres événements sur la vie quotidienne. Bien sûr, ce qui va être intéressant, c'est de montrer dans quelle mesure il y a une limitation de l'activité. Donc, l'équipe pluridisciplinaire qui est au sein de la maison du handicap va analyser votre dossier. Elle va faire la synthèse des documents fournis en s'appuyant sur des référentiels d'évaluation. Donc, elle s'appuie notamment sur la loi de 2005 et elle peut contacter à travers ses équipes les personnes concernées. Quelquefois, il y a des familles qui sont appelées au téléphone pour avoir des précisions. Ils peuvent contacter aussi des partenaires médicaux et l'équipe pluridisciplinaire, quelquefois, va se rendre sur place. Je vous donne un exemple que je connais et que j'ai vu en CDA. Quand il y a des limitations de l'activité, par exemple sur un handicap moteur, où on va devoir faire des installations d'une douche adaptée ou d'une montée d'escalier ou quelque chose comme ça, un ergothérapeute va venir dans la maison sur place et faire des propositions. Donc, pour faire ces évaluations, l'équipe pluridisciplinaire, elle va s'appuyer sur le guide dont a parlé Nathalie tout à l'heure, qui est un guide précieux pour nous et puis pour les MDPH, qui décrit vraiment tous les troubles, toutes les incidences, toutes les limitations que ça peut engendrer et les compensations en regard de ça qu'on peut proposer. Elle s'appuie aussi sur le guide des éligibilités pour les décisions prises dans les maisons départementales des personnes handicapées. Donc, il y a à la fois ces guides-là et puis il y a tous les barèmes qui sont constamment mis à jour
pour proposer des compensations. Donc, l'analyse du dossier par cette équipe, quand on est dans le cadre scolaire, elle va s'appuyer aussi sur un guide qui s'appelle le GEVASCO, qui va être utilisé dans le cadre scolaire. Donc, il va y avoir une réflexion, une interaction pour voir si entre la personne, son environnement, il y a des difficultés et comment on va résoudre ce problème. On va déjà vérifier si c'est un problème de santé, un trouble ou une maladie. On va vérifier s'il y a des problèmes de fonction organique et de structure anatomique, voir les activités de la vie quotidienne, c'est-à-dire qu'il va falloir les connaître le mieux possible. C'est pour ça qu'on va vous demander des fois de décrire très précisément les parcours. Et puis, il y aura aussi tout ce qui va être un frein à la participation sociale qui va être décrit. Donc, il y a un travail en interaction sur ces 3 pôles-là. Pour cela, on va vérifier les facteurs environnementaux, physiques, sociaux, dans lesquels les gens vivent et mènent leur vie, en précisant quels sont les facilitateurs et les obstacles. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, on verra aussi tout ce qui est facteur personnel, âge pour les enfants, maturation du cerveau, et puis aussi les stades du développement. Donc, je poursuis. Donc, il va y avoir, dans un premier cas, une évaluation des déficiences, et c'est là que vos bilans sont importants parce qu'on va s'appuyer sur tous les diagnostics. Il va y avoir une évaluation des limitations d'activité, ce que la personne peut faire, en quoi elle est empêchée. Et c'est vrai que dans tous les bilans, quand ils sont faits par des professionnels, on va parler des déficits, mais on va aussi chaque fois pointer au début ce qui fonctionne. Je vous donne un exemple de bilan pour quelqu'un qui a des troubles graves de la lecture et de l'orthographe. Certes, il va y avoir des évaluations de ça, mais au début, l'orthophoniste précise que l'enfant a une bonne mémoire, qu'il participe, qu'il a beaucoup de vocabulaire. Donc ça, c'est vraiment les capacités qu'on va mettre en valeur, c'est-à-dire ce qui va permettre de mettre en œuvre des stratégies de contournement. Ensuite, on va évaluer les restrictions à la participation dans la vie sociale. On a vu à l'école, mais aussi dans les centres de loisirs, par exemple, dans les activités sportives. On a une vision globale, en fait, de l'enfant dans ce cadre-là. Donc, quand on va travailler sur les facteurs environnementaux, on va voir quels sont les freins et les obstacles. On va vraiment imaginer, par exemple, pour un enfant qui ne sait pas écrire, qui ne sait pas orthographier, avec des troubles de dyslexie, dysorthographie, eh bien, les freins, ça va être le passage à l'écrit. Ça va être un véritable obstacle. Il ne va pas rentrer dans la lecture. Et donc, comment on va compenser cette activité de lecture qu'il ne peut pas faire? Par exemple, mettre à disposition des manuels scolaires qu'il va pouvoir lire sur son ordinateur, lui fournir des supports numériques. Là, on rentre dans le pédagogique, mais on verra que c'est proposé dans le cadre du GEVASCO aussi. Donc, alors là, je reprends la main. Oui. Donc là, c'est dans le guide de la CNSA sur les 10, vous avez des fiches techniques, la numéro 6, qui décrit trouble par trouble les fameuses altérations des fonctions, les limitations et les restrictions de participation. Et alors, que ça soit le médecin ou vous-même, quand vous décrivez les problématiques, il est important de vraiment nommer les choses, les décrire, parce que c'est comme ça que l'équipe pluridisciplinaire de MDPH va déterminer les besoins et surtout l'étendue des besoins. Et souvent, le certificat médical, il y a marqué juste dyslexie et ça suffit pas, il faut vraiment décrire le truc. Alors, pour le langage oral, les dysphasies,
Donc, les altérations de fonction, pour ceux qui connaissent bien la dysphasie, il y a des aspects phonologiques, c'est-à-dire la façon de prononcer les mots, le lexique, trouver les mots, la syntaxe qui est pas bonne. Pour les très jeunes, sujet, verbe, complément, c'est pas installé, et ils n'ont pas accès au pragmatique. La perception auditive, c'est-à-dire qu'ils entendent des mots, mais ils n'arrivent pas à les répéter. Donc la réception et l'expression du langage parlé est un peu défaillant, c'est-à-dire certains, c'est des dysphasies très expressives, donc ils n'arrivent pas à finalement parler correctement, et donc ils n'intègrent pas toutes les fonctions du langage. Donc, les limitations de fonction, on se dit, tiens, comment ça se traduit? Donc, évidemment, la communication se fait mal. À la maternelle, ils ne chantent pas. Ensuite, quand il faut passer des entretiens d'embauche, c'est très difficile parce que les mots s'embrouillent. Pour certains qui ont un trouble du langage oral, il y a encore des traces ou des hésitations, même à l'âge adulte. Donc, l'acquisition du langage, c'est comme si vous appreniez une langue étrangère dans votre langue maternelle. C'est un peu comme ça qu'on le traduit, parce que apprendre à parler est très difficile. Donc, pour transmettre des informations, pour dire, par exemple, si vous avez un besoin, vous n'arrivez pas à vous exprimer. Donc, ça crée... voilà, donc il y a vraiment, à la maternelle, beaucoup de soucis, on va dire. Hop. Donc, du coup, donc, quand la compréhension est touchée, c'est pas facile. Et donc, je suis embrouillée quand les gens parlent, limite. Et donc, évidemment, lire, écrire, calculer, obtenir de l'information peut être difficile. C'est là qu'il faut bien le décrire. Il y a des dysphasies qui apprennent à lire, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Mais par contre, ils n'arrivent pas à calculer. Et quand il faut retranscrire dans l'information, par exemple, une récitation, ils n'arrivent pas à la réciter. Donc ensuite, les restrictions de participation, c'est les impacts dans l'interaction sociale. Et ça, il faut le mettre. C'est pas qu'à l'école le problème. Une dysphasie, le problème, il est à la famille, dans les loisirs, mais pas qu'à l'école. Et tout ça, il faut le mettre, c'est-à-dire pour exprimer ses sentiments, des difficultés à exprimer quand on rentre chez un commerçant. Vous voyez, c'est vraiment ne pas pouvoir exprimer clairement ce qu'on veut est assez gênant. Ça paraît évident comme ça, mais un trouble du langage oral, ça a vraiment des impacts dans la vie de tous les jours. Surtout quand on n'arrive pas à se faire comprendre. Donc, le langage écrit, qui est les dyslexies, qui est très, très connu, et pour autant mal évalué parfois auprès de l'administration, on va dire. Donc, les altérations de fonction, la réception et l'expression du langage écrit, mémoire à court terme, l'attention, les perceptions visuelles, enfin bon bref, perception auditive des mots. En gros, la phonologie peut être touchée. Bon, je vous décris pas, mais les limitations de fonction, elles sont clairement dans la lecture, la lenteur de la lecture, la compréhension de la lecture, les erreurs orthographiques ou les erreurs carrément, il n'y a pas que l'orthographe qui est touchée, c'est-à-dire la phonologie, ils écrivent pas le son, les mots sont, vous pouvez pas relire après eux tellement que ça ressemble à des mots, mais la phonologie est complètement déformée, et donc du coup, ça génère quand même en termes de communication, de ne pas pouvoir écrire ou lire, ça génère beaucoup, et tous les troubles 10, une perte de l'estime de soi qui est quand même très importante, voire des déprimes, hein, et un manque de confiance qui est énorme pour tous les troubles, hein, mais la dyslexie aussi. La restriction de participation, elle est à marquer dans le dossier. C'est scolaire, mais pas que, parce que dans la vie quotidienne, vous devez lire un mode d'emploi, un CERFA pour remplir le dossier MDPH. Quand vous êtes adulte et que vous ne savez pas bien lire et pas bien écrire, vous n'arrivez pas à accéder à vos droits, tout simplement. Pour ceux qui passent le permis, lire un panneau, c'est parfois très compliqué.
remplir un questionnaire, etc. Donc, tout le long de la vie, ça pose vraiment des problèmes parce qu'on passe par l'écrit et ne pas savoir lire ou pas bien lire pose vraiment, c'est un vrai handicap. La dyspraxie pour le trouble de développement de la coordination, donc là, c'est dès le jeune âge. Donc là, je rappelle les fonctions, mais dans les limitations de fonctions et de restrictions de participation, on retrouve une gêne à l'apprentissage. C'est toute l'automatisation du geste, s'habiller, utiliser des couverts, découper, écrire, verrouiller une porte, dessiner, orienter une règle, une équerre, mesurer, les jeux de construction. Donc dans la vie sociale, pas pouvoir jouer à tous les jeux de construction, c'est gênant. Faire du vélo, faire du sport, notamment le foot par exemple, se repérer dans l'espace, sur un plan. Donc vous voyez que dans l'autonomie et les actes de vie quotidienne, il y a forcément un impact à l'école, dans les loisirs, à la maison, partout. Et donc tout ça, les retombées pour se déplacer. Donc un manque d'autonomie, certains font que des schémas, des parcours qu'ils connaissent bien sans se perdre, donc pour pas se perdre. Et donc dans l'organisation également, quand on est adulte, gérer sa boîte mail, enfin tout peut être très compliqué. Donc il y a des impacts dans l'autonomie et dans la vie, pas qu'à l'école. Et tout ça, il faut le décrire. Il faut le décrire dans le dossier MDPH pour voir les limitations de fonction et les restrictions de participation. Donc le guide de la CNSA sur les 10 décrit vraiment de manière beaucoup plus détaillée et il ne faut pas hésiter au niveau médical pour les professionnels de santé de bien décrire les fonctions touchées et toutes les fonctions touchées. Ce qui montre, on va dire, l'ensemble de l'imbrication des 10 et les difficultés massives qu'ont ces jeunes. Donc, à retenir pour tous les troubles, avant que je repasse la parole à Laetitia, les problématiques qui sont secondaires, qu'il faut nommer dans le dossier MDPH, c'est l'estime de soi, les problèmes relationnels et affectifs. Alors, relationnels, il y a beaucoup de moqueries à l'école, hein. C'est déjà pas facile pour tout le monde, mais alors eux, ils sont sujets à moqueries et à harcèlement avec des paroles blessantes, voilà. Des troubles, ils ont des troubles de l'attention, de la mémoire, ils sont très fatigables, il faut le mettre, très très fatigués le soir, ils en peuvent plus. Et donc, du fait de la complexité de l'analyse des troubles, l'analyse du handicap et de ces troubles est d'une grande complexité. Les professionnels de la santé le disent, et c'est pour ça que les dossiers doivent être, comme disait Laetitia, bien étayés, bien explicites, et avec une synthèse médicale qui pose bien les difficultés au sens large des termes. C'est bien les difficultés à obtenir ces documents pour prouver finalement tout ce que vous dites au quotidien qui pose problème dans la montée des dossiers, qui reste relativement bon. Donc je vais arrêter le partage pour redonner la parole à Laetitia. C'est pas grave, tu mets les flèches, je vais continuer sur ton document. Ah bon, d'accord, ok. Donc, c'est pas très grave, on continue. Hop, voilà, je redonne la parole à Laetitia. Donc, je vais prendre la suite avec ce qu'on a déjà vu, comment on va analyser la demande de la famille à partir du formulaire de demande. Donc, on vous remet un petit peu toujours la même information. Et on va rentrer dans le plan personnel de compensation. On va voir quelles attributions, quelles notifications vous allez avoir par rapport à ça. Et plus spécifiquement, dans le projet personnel de scolarisation, puisque là, je vais vous présenter la partie qui va concerner l'enfant dans son aide, dans la scolarisation notamment. Donc, déjà, il faut dire que quand l'équipe pluridisciplinaire fait une analyse, elle va s'appuyer sur des taux d'incapacité. C'est en fonction de ces taux
qu'il y aura des compensations qui vont être proposées. Par exemple, si vous avez besoin d'une AESH pour la scolarité, si vous la demandez, si vous avez un taux qui est inférieur à 50%, qui est calculé à partir des guides barèmes qu'on vous a présentés, mais aussi à partir des évaluations qui sont propres à chaque équipe pluridisciplinaire dans chaque des MDPH. Là aussi, on est un petit peu en souci par rapport à ça. Donc, si vous avez un taux inférieur à 50%, déterminé du moins inférieur à 50%, vous n'aurez pas accès à ce type de compensation. Donc, le taux est très important. Inférieur à 50%, si les déficiences perturbent notablement les apprentissages, notamment scolaires, mais pas la socialisation, par exemple. Le taux sera compris entre 50 et 80% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages et ont des retentissements importants sur la socialisation. Nathalie vous a donné quelques exemples. Le taux sera supérieur à 80%. C'est assez rare chez les 10, il faut le dire. Il faut vraiment qu'il soit multi-10 avec des troubles très sévères. Par exemple, si les déficiences de l'acquisition du langage oral et ou écrit rendent celui-ci incompréhensible ou absent, ou en cas d'atteinte de l'autonomie, sur des très fortes dyspraxies aussi, des troubles de la coordination, avec d'autres troubles associés, on va avoir éventuellement ces taux supérieurs à 80%. Donc, pour ce qui est de la scolarité, la DGESCO, c'est la circulaire interministérielle de l'éducation, qui précise que le taux peut être modulé dans les situations où l'existence a un retentissement sur les apprentissages, mais pas sur la socialisation. Il faut vérifier l'impact des contraintes dans le cadre des prises en charge, prendre en compte les traitements et les remédiations nécessaires pour ces troubles. Il faut savoir que notamment des prises en charge avec des orthophonistes, des psychomotriciens, des ergothérapeutes, des psychologues, par exemple, peuvent être pris en charge sur le temps scolaire, notamment grâce au CESAD, aux soins à domicile. On va prendre en compte aussi les contraintes géographiques et on va voir aussi que... Alors, voilà. Il va y avoir, donc là, il y a la possibilité aussi d'avoir un taux transitoire majoré. On va voir que c'est des cas particuliers quand on va, par exemple, attribuer une aide comme une attribution de l'AEH. Ah oui, je n'ai pas décrit ce qu'était l'AEH. C'est une compensation financière, l'aide enfant handicapé, qui est de 140 € et quelques par mois, qui va permettre de compenser des frais de psychomotricité, d'ergothérapeute, par exemple, qui restent à charge pour les familles qui ne sont pas prises en charge. Donc, dans certains cas, on va prendre en compte la difficulté de la famille par rapport à ces prises en charge et on va dire on attribue pendant 2 ans cette AEH pour qu'il y ait une prise en charge de la remédiation. Donc, le CERFA comporte le CERFA de demande que vous allez déposer comporte plusieurs parties, on l'a vu, administratives, sur la scolarité, sur la vie sociale. Il permet à la famille ou aux jeunes d'exprimer ses attentes, ses souhaits, ses besoins à long terme. Il est composé, il y a dans ce document-là un projet de vie. Donc, je précise que le projet de vie n'est pas obligatoire, mais il permet à l'équipe pluridisciplinaire de mieux comprendre la situation. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des dossiers, la très grande majorité des dossiers, ne sont étudiés par les équipes pluridisciplinaires que sur votre demande écrite, accompagnée des diagnostics. Je vous ai dit tout à l'heure que l'équipe pouvait vous contacter, mais ça reste extrêmement rare. Et pour les troubles 10 dont on parle, nous, on ne connaît pas tellement de cas où ça s'est produit. Donc, il va falloir être dans ce dossier de vie, dans ce projet de vie, qui en fait n'est pas réellement un projet, même s'il en est un petit peu un. Ce qu'on va vous demander, et on a une grande habitude, nous, dans les associations, d'aider les familles à le remplir et à le remplir bien pour que ça passe, il va falloir vraiment décrire la situation depuis la petite enfance,
toutes les prises en charge qu'il y a eu, comment vous vous êtes rendu compte du trouble, à quel moment ça a été très gênant, qu'est-ce qui a amélioré, mais n'insistez pas trop là-dessus parce que ça pourra être tout de suite quelque chose qui va dire bon, bah, c'est bon, il s'en sort maintenant. Il va falloir décrire aussi s'il y a des projets de vie en termes d'orientation. Est-ce que le jeune a choisi de faire un métier en particulier? En quoi son trouble va avoir besoin de plus de compensation. Il va falloir exprimer les besoins de prise en charge médicale ou paramédicale. Et puis aussi parler de la vie en famille avec la fratrie, parler de tout ce ce qu'a expliqué Nathalie concernant la situation d'estime de soi, les problèmes psychologiques, parce que ça, c'est vraiment des conséquences importantes de ces troubles. Donc, voilà. Et une fois que vous avez bien relaté tout ça avec vos mots à vous, hein, mais en faisant l'importance, c'est vraiment de faire ressortir les restrictions à une participation à égalité avec les autres à la vie citoyenne. Donc, quand on va être à l'école, cette fois-ci, comment on va recueillir ces éléments? On va les recueillir au sein d'un guide qui va s'appeler le GEVASCO. Ce GEVASCO, si vous l'avez déjà rempli à l'école, c'est-à-dire si vous avez déjà eu une première réunion avec l'équipe de l'école, l'équipe éducative, le directeur, le professeur principal, tout enseignant qui désire participer, peut-être l'orthophoniste si l'orthophoniste peut se déplacer. Vous avez une première réunion où vous dites, par exemple, les aménagements scolaires pédagogiques qui sont faits comme le PAP, c'est intéressant pour lui, mais ce n'est pas suffisant, il va falloir une compensation. Donc, on va avoir besoin de passer par la maison du handicap pour avoir soit un ordinateur, soit un AESH. Là, vous faites un GEVASCO, première intention, première demande, et dans ce GEVASCO, vous allez décrire les difficultés, tout ce dont on a parlé, et le joindre à votre CERFA de demande si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez tout à fait faire la demande dont je vous ai parlé sans ce document. Ce premier document va être envoyé à la MDPH. Ensuite, il y aura un deuxième document qui sera fait l'année suivante en présence d'un référent de scolarité qui est un enseignant qui est mis à disposition de la MDPH pour animer les réunions au sein de l'école et pour recueillir ces informations. Donc, il va falloir bien connaître les limitations. Dans ce GEVASCO, on va les noter. On va noter vraiment concrètement avec les mots des enseignants, avec les mots de la famille, comment ça va se manifester. Et chaque personne qui participe à cette réunion a sa place, notamment l'enfant ou l'adolescent. Moi, j'assiste très souvent à ces équipes de suivi en accompagnement des familles. J'y étais mardi dernier, où souvent, on commence par l'enfant. On lui demande ce qu'il pense de ce qui a été mis en place et ce qu'il aimerait comme compensation. Donc, dans le cadre du plan de compensation, ce GEVASCO va permettre de mettre en place un projet personnel de scolarisation. Alors là où Nathalie vous disait, il y a quelquefois des décalages entre les textes réglementaires, ce que je vous décris, et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le PPS n'existe pratiquement plus, il n'est plus formalisé par les MDPH ni par les établissements. Souvent, tout le monde s'appuie sur le GEVASCO, point barre. Il faut savoir que le PPS, qui fait partie du plan de compensation, traite de tous ces aspects. Il est évolutif, il est ajusté, il est formel et il est opposable. C'est-à-dire que si vous avez des recours, notamment si vous allez jusqu'au tribunal, eh bien, il va falloir s'appuyer sur le PPS et pas sur le GEVASCO. Donc, nous, ça nous paraît très important que ce PPS soit à nouveau formalisé et qu'il comporte à la
fois les aspects de compensation comme AESH, matériel pédagogique, tous ces aspects-là, mais aussi toute la dimension pédagogique qui, depuis 3 ans, n'apparaît pratiquement plus dans les PPS. Et ça, c'est très dommageable parce que quand on veut faire un recours, eh bien, on ne peut plus s'appuyer là-dessus. Donc, j'avance un peu parce que, voilà. Alors, ce PPS, il va proposer différentes choses, des orientations en milieu ordinaire, en milieu protégé ou avec du soin à domicile, les mesures pédagogiques, on en a parlé, le matériel pédagogique adapté, logiciel, ordinateur et autres. Et puis, il va proposer aussi des aides humaines et des prises en charge avec des spécialistes. Donc, j'avance. Alors, ce qu'il va falloir, quand vous aurez des propositions du plan personnalisé de compensation, vous allez recevoir un document de la MDPH qui va vous faire une proposition, qui va vous expliquer ce qu'elle a retenu pour votre enfant, et elle va vous demander, et ça c'est très important, on ne le sait pas toujours, il y a une date et on vous demande de réagir dans les 15 jours pour dire si vous êtes d'accord avec cette proposition. Et c'est là où souvent il peut y avoir des coups de téléphone de l'équipe qui vous dit « Ah bon, vous n'êtes pas d'accord, pourquoi vous pouvez être appelé à ce moment-là ». Vous pouvez aussi, si vous n'êtes pas d'accord avec la proposition de la commission, faire un recours. D'accord ? Et là, vous allez faire ce recours. Vous avez une date limite aussi pour faire ce recours. Je reviens sur le recours. Vous devrez présenter des nouveaux arguments quand vous allez faire ce recours, éventuellement des bilans complémentaires. Et souvent, ce qu'on propose, nous, dans les associations, c'est de vous faire accompagner par les associations, puisque nous siégeons souvent dans les CDAPH où ces recours vont être analysés. Et donc, voilà. Alors, ce recours administratif, ça s'appelle un RAPO. Il va falloir faire une lettre recommandée avec un accusé de réception. C'est très formel, mais c'est très important de le dire parce que là aussi, il y a des documents qui se perdent et dans ces cas-là, on a une trace. Vous contestez la décision, vous apportez de nouveaux documents et bien sûr, vous gardez un double de tout. Il faut savoir aussi, je reviens en arrière, que si vous voulez faire un recours contentieux au tribunal, il faut déjà faire ce RAPO. C'est-à-dire que si vous n'obtenez pas gain de cause dans le cadre de ce recours, en général, pour assister au CDA, quand les familles sont présentes, quand elles apportent de nouvelles informations, ça apporte un nouvel éclairage sur le dossier. Et là, les personnes des équipes pluridisciplinaires se rendent compte que, effectivement, avec ces nouvelles informations, on valide la proposition, la demande de la famille. Voilà. Donc, la saisie de la MDPH relative au parcours scolaire d'un enfant en situation de handicap pourra bénéficier d'un PPS, même s'il ne comprend que des aménagements pédagogiques. Oui, ça, il faut le savoir aussi, parce qu'on n'est pas obligé spécifiquement de demander des aides humaines, par exemple, ou du matériel pédagogique. Donc, je te laisse prendre la main, Nathalie, pour finaliser sur le projet personnel de scolarisation. Voilà. Il faut vraiment le projet personnalisé de scolarisation, le fameux PPS, les textes disent qu'il doit être élaboré par la MDPH et on a de moins en moins de projets personnalisés rédigés. Et c'est ce qui fait foi et qui est opposable. Et il doit bien être marqué les mesures pédagogiques, le matériel. Et c'est là que doit être bien marqué les besoins lors des examens également. Parce que tout ça doit être coordonné, tout le monde là. Bien sûr, il y a une copie à tout le monde. Tout le monde
faut bien évidemment garder ce document précieusement. Tout le monde doit le connaître, mais dans la vraie vie, l'enseignement, tous les enseignants ne le lisent pas, quoi. Je parle surtout au collège et au lycée où il y a plusieurs enseignants. Donc, il est révisé au moins à chaque changement de cycle. Il peut être révisé à la demande de la famille et chaque fois que la situation est nécessaire, c'est-à-dire le besoin, un nouveau besoin, il peut être révisé. Donc voilà, donc là, document mise, donc le fameux projet personnalisé de scolarisation avec les besoins spécifiques, on le trouve. Alors, ce que je voulais dire, c'est que tous les dossiers MDPH, le formulaire se trouve sur le site internet, hein, et certains MDPH ont dématérialisé, c'est-à-dire vous pouvez envoyer un dossier, on va dire numérique, mais pas toutes. Il faut vraiment aller sur le site justement de la MDPH en question pour voir s'il propose la possibilité d'envoyer le dossier. Bon, voilà, donc c'est fait un peu une articulation bien particulière, mais la loi 2005, elle est bien basée sur la notion de compensation du handicap. On n'efface pas le handicap, on essaie de le contourner, mais il est toujours présent. Et donc, quand il y a une nécessité de compensation avec une aide humaine, des moyens financiers pour financer, par exemple, l'ergothérapeute via l'AEH, on a besoin de taper à la porte de la MDPH. Voilà. Donc, aussi, et je le redis, Laetitia l'a dit, on vous invite à participer, à assister, à être reçu ou participer à la décision de la CDAPH pour vraiment expliquer au quotidien. Et c'est vrai que les mots sont plus faciles que de rédiger. Et voilà. Donc, le temps tourne. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer à un petit quiz. Et on échangera quand même si il est 21h et on a un petit peu dépassé le timing. Ce que je vous propose, c'est de lancer le sondage pour voir si vous avez tout compris. Alors, c'est des 3 petites questions. Donc, je vais passer plutôt aux questions. 3 questions, je lance le sondage, c'est juste pour voir, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas noté à la fin. Donc le sondage est lancé. Est-ce que Laetitia, tu le vois? Oui, non? Oui, je le vois. Bon. Alors, le PPS veut dire plan pour le scolaire, vrai ou faux? Pour l'AEH, la fameuse allocation d'éducation de l'enfant handicapé, donc son attribution, elle dépend de l'attribution d'un taux d'incapacité, il doit être supérieur à 50%. Et l'attribution peut être de manière transitoire, limitée dans le temps. Est-ce que c'est possible pour les 10? En gros, c'est pas une AEH pendant X années. On peut le donner pendant 2 ans et les compléments peuvent aussi être donnés sur un temps court pour financer, notamment pour ceux qui ont des troubles du langage oral, participer au Macathon, une méthode qui demande financement. Être formé au Macathon peut faire partie du financement via les compléments de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Vrai, faux. La 3e question, c'est la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé RQTH. C'est une décision qui relève de la MDPH. Vrai ou faux? On doit être une 50aine à avoir déjà répondu. Dans 1 minute. L'important, c'est de pouvoir voir si vous avez compris les messages les plus forts, notamment la 2e question. On y est très attaché et on pense qu'une aide temporaire, limitée dans le temps, permet à beaucoup de familles, à beaucoup de jeunes, par exemple, d'appréhender avec l'ergothérapeute les outils.
Et pour ça, le financement, malheureusement, le reste à charge est total pour les familles, sauf si l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, AEEH, est attribuée. Donc, elle est nécessaire de manière transitoire. Alors, si vous le voulez bien, je vais mettre fin. C'est pas grave si vous n'avez pas tous répondu, hein. Mais l'idée, c'est de vous dire un petit peu ce qu'il fallait partager. Donc, je ne sais pas si vous voyez les résultats. Laetitia, tu vois quelque chose? Oui, non? Bon, en gros, le PPS, le fameux PPS, veut dire projet personnalisé de scolarisation. Ce n'est pas un plan pour le scolaire. Donc, vous êtes 84% à répondu que c'était faux, bien évidemment. Ensuite, pour l'AEH, vous êtes la majorité. Là, je vous félicite. 93% ont dit oui, c'est vrai. Et vous avez raison, c'est possible. Et la dernière question, vous êtes majoritairement, vous avez dit bien sûr que la RQTH, c'est une décision qui relève de la MDPH. Pour 85% d'entre vous, vous avez répondu oui et vous avez raison. Donc, bravo pour les réponses. Ça veut dire qu'on a été clair au moins sur ces points-là. Donc, peut-être qu'on va prendre des questions, un peu d'échange. Donc, on vous remet un peu la doc. Et on vous redit que vous avez plein de ressources disponibles sur la fédération, des publications. Et je vous remets le lien et vous incite à aller sur notre site pour aller voir et assister et revoir les vidéos de la 16e journée nationale des 10. Le prochain webinaire est le 13 décembre sur les aménagements aux examens. Oui, AEH pour une séance psy. J'ai répondu quelques fois aux commentaires et Nathalie aussi. On n'a pas pu répondre à tous parce qu'on faisait nos interventions. Il y a une demande sur notre contact, c'est contact@ff10 en minuscule. C'est ça, Nathalie.com. .fr. Donc, contact@ffdys.fr. Donc là, vous pouvez nous contacter par ce biais. Voilà, n'hésitez pas à prendre la parole si vous prenez la parole. Poser une question. Voilà. Maintenant, pour nous poser vos questions en direct, parce que c'est vrai que c'est assez théorique et c'est un millefeuille, c'est complexe. C'est pour ça qu'on a fait ces webinaires avec cette thématique, parce que pour les familles, c'est quand même un petit peu complexe. Oui, bonsoir. Moi, je voudrais bien prendre la parole. Donc, je me lance. Moi, je suis la maman d'une petite fille de 5 ans et demi. Je vous ai fait des messages. Oui. Et en fait, on est tout juste dans la découverte de ces 10. Donc, elle est multi-10, hein, sensiblement, la dyspraxie, dyslexie. Enfin, je crois qu'elle en a pas mal. Et en fait, moi, je découvre, hein, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout. Et en vous écoutant, eh ben, je suis choquée parce que je pensais pas que c'était une souffrance telle. Alors, c'est vrai qu'elle est petite et que du coup, elle fait beaucoup de crises des fois quand elle n'arrive pas à se faire comprendre. Et par manque de mots, hein, j'imagine, parce que du coup, elle a du mal à se faire comprendre. Mais là, quand j'écoute, j'entends ce que vous dites, ça me fait peur parce que ça a l'air d'être une sacrée souffrance et que du coup, je tombe un peu des nues, quoi, je vous cache pas. La chance, c'est que votre enfant elle a 5 ans et qu'on a déjà posé le diagnostic. La difficulté de la plupart des 10, je peux vous dire que les statistiques sur le diagnostic posé sur la dyslexie, par exemple, c'est en moyenne, c'est 10 ans. Donc, c'est important vraiment de vous rapprocher des associations si vous le pouvez, parce que vous allez avoir une aide non seulement pour votre enfant, pour l'orientation, pour monter tous les dossiers, mais aussi pour vous, pour rencontrer d'autres parents qui vivent les mêmes choses, pour participer, pour partager vos expériences, pour voir comment vous avez surmonté ça. Je pense aux crises dont vous parlez. Sur le site d'Avenir Dysphasie, qui est sur le langage oral, vous allez trouver des aides et notamment, nous, dans nos associations, on a organisé des séances sur le Makaton. Le Makaton, c'est un langage pour les dysphasiques à base de pictogrammes qui aide des enfants qui ne rentrent pas facilement dans la lecture, qui font des crises parce qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer et qui vont utiliser
ces pictogrammes qu'on va leur apprendre en les montrant, en les découpant, en les collant pour s'exprimer. Et ça va faciliter. Donc, moi, je vous donne un exemple parmi d'autres, hein, mais le soutien moral est très important. Et moi, pour l'avoir vécu dans des associations, Nathalie pourrait vous en parler aussi, savoir qu'on n'est pas tout seul, que les autres vivent des situations analogues et que des fois, ils ont trouvé des solutions ou des bons professionnels pour les accompagner, c'est précieux. D'accord, bah merci. Et du coup, en fait, il y a des associations par région. Vous savez si dans le 69, oui, bien sûr. 69, oui, le 69, vous en avez. Sur la première diapo, Nathalie vous a mis le lien vers la FF10 près de chez vous. Vous allez sur notre site, vous regardez dans les onglets, ça doit être le deuxième onglet. Vous avez une carte avec la FF10 près de chez vous, toutes les associations qui sont membres de la FF10 sur les 10 et auprès desquelles vous pourrez avoir des